Donc je vais vous parler de questions d'éthique et voici un peu le plan que j'ai décidé de prendre pour vous en parler. D'abord se demander si ces questions d'éthique du numérique sont anciennes ou nouvelles. Et j'évoquerai l'appel au moratoire qui a été mentionné par Nicolas tout à l'heure. Et puis ensuite, voilà, je voudrais évoquer quelques-uns des dangers présents. Puis ensuite, je voudrais quand même avoir une réflexion un peu plus... Oui, et puis mentionner les différentes solutions qui ont été proposées, toutes les chartes, les régulations, pour vous montrer qu'elles existent, bien sûr, mais qu'à mon sens, elles sont insuffisantes. Et ce qui va me conduire dans une deuxième partie de l'exposé à faire quelque chose peut-être d'un peu plus prospectif, à se demander, mais qu'est-ce que c'est que l'éthique et qu'est-ce que peut être l'éthique du numérique? Comme je suis avec des linguistes, alors j'ai choisi de me demander, bien sûr, est-ce qu'on peut imaginer l'éthique et la morale comme une conjugaison? Je vais essayer de vous expliquer pourquoi, en reprenant des catégories grammaticales, pour voir comment elle s'applique à l'éthique. Et je crois que, enfin, vous allez voir pourquoi, il me semble que c'est quelque chose d'intéressant. En tout cas, j'attends avec impatience, et je redoute aussi un tout petit peu vos réactions sur ces sujets-là, parce que c'est un peu nouveau pour moi, et en même temps, je trouve que c'est assez fécond comme approche. En première question, est-ce que les questions d'IA et d'éthique sont anciennes? Alors d'abord, l'IA, c'est ancien, on l'a dit tout à l'heure, ça commence en 1956. Les réseaux de neurones, c'est ancien, c'est même un peu plus ancien que ce qu'a dit Nicolas, parce que comme il est plus jeune, il se souvient pas. Moi, je me souviens pas non plus d'ailleurs, mais ça date de 1943. Et c'était quand même inspiré des vrais neurones, mais on pourra en reparler après. Mais les questions d'IA donc, sont anciennes, d'éthique et d'IA, et l'une des premières manifestations de ça, c'est Norbert Wiener qui, en 1964, écrit un livre qui s'appelle God and Golem Incorporation, où il s'inquiète justement de l'effet que peut avoir l'information sur la société en général. Il faut bien comprendre que la cybernétique, qui naît justement en 1943, mais le nom de cybernétique est introduit en 1946, avait pour objectif, chez des gens comme Norbert Wiener, d'avoir une science du gouvernement. D'ailleurs, vous savez, vous linguistes, que cybernétique, ça vient de kybernétiquer en grec, qui veut dire gouvernail, c'est l'homme de la barre, c'est celui qui gouverne, c'est la science du gouvernement. C'était son idée. Après les drames qu'il y a eu au milieu des années 30, cette idée qu'on pourrait avoir une science rationnelle qui nous dise quelle est l'action politique était vraiment quelque chose d'important. Et vous savez bien sûr qu'en Union soviétique à l'époque, comme c'était une autorégulation, ça allait à l'encontre de l'idée du centralisme démocratique, et on a assassiné un nombre incroyable de chercheurs en les accusant d'être des cybernéticiens, parce que c'était pas dans le... Enfin, petite question. Alors, moi, j'ai commencé à m'inquiéter de ça en 1997. Alors pourquoi? Parce que il y a eu dans le journal Le Monde, vous lisez Le Monde ici? Peut-être quand même, donc c'est important en France. Il y a eu une interview d'un scientifique qui s'appelait Hugo de Garis. Et Hugo de Garis expliquait que, avec ce qu'il faisait, le monde allait changer, qu'il allait y avoir une guerre entre les tyrans et les bioconservateurs, et que ces artilectes allaient prendre le pouvoir, que s'ils ne prenaient pas le pouvoir, on se diviserait. Enfin, c'était une espèce de roman de science-fiction. Et bon, dans mon labo, à l'époque, les gens étaient un tout petit peu embêtés, je me souviens, parce qu'ils se disaient, il faut répondre, on ne sait pas quoi répondre. Et sur ces entrefaites, je suis allé faire un cours sur l'intelligence artificielle à l'école de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris. Et là, donc j'avais fait un peu, un cours d'introduction, à des ingénieurs, donc un petit peu technique, pas trop technique, etc. Et ils m'ont parlé que d'une seule chose, c'était de cet article. Et donc je me suis dit, il faut essayer de répondre. Et c'était pas évident de répondre. Et je venais de terminer un livre et j'ai demandé, mais est-ce que je peux faire, est-ce que je peux répondre, avoir une lettre dans Le Monde pour ça? Et c'est ce que j'ai fait, et ça m'a conduit à réfléchir un peu. Quels sont les arguments qu'on peut avoir pour un peu démonter ces arguments transhumanistes? C'est ce que j'ai essayé de faire, puis ensuite j'ai oublié. J'ai oublié, et puis il se trouve que quelques années plus tard, j'ai été invité
à la bibliothèque d'Alexandrie. Et c'était une conférence sur éthique et science. Moi, j'ai failli ne pas y aller parce que je me suis dit, bon, wow, je fais de l'informatique, l'éthique, c'est pas trop notre truc, quoi. Hein. Puis quand même, la bibliothèque d'Alexandrie qui venait d'être inaugurée, j'ai trouvé que c'était attirant. Hein. Et donc, j'ai dit, bon, c'est peut-être pas très éthique de ma part, mais je vais y aller. Et je me souviens très bien parce qu'il y avait, moi je pensais que ceux qui posaient problème, c'était pas nous. Nous, bon, on était des gentils, hein, on s'amusait de notre côté, mais c'était les physiciens avec l'atome, c'était les médecins avec les expérimentations de Mengele, c'était les biologistes qui jouaient aux apprentis sorciers. Oui, les apprentis sorciers, les informaticiens, il n'y avait aucun problème. Puis bon, bah, j'ai trouvé quelque chose à dire. Justement, j'ai reparlé un peu d'Hugo de Garay. Je dis, bon, il y en a qui racontent des choses complètement délirantes, mais ça n'a aucune importance. Et alors après, je vais vous passer les détails, parce que pour moi, il y a eu énormément de choses qui se sont passées, parce qu'on s'est rendu compte que le monde avait changé avec le numérique, c'est-à-dire avec les réseaux de télécommunications, que toute la société était transformée, et que, bien sûr, ça posait des questions que la morale, on va revenir là-dessus, au sens étymologique, de mœurs, évoluait avec le temps. Ça a conduit à un certain nombre de livres que j'ai écrits, à la mise en place un rapport qui a été fait dans le cadre du comité d'éthique du CNRS. Et en même temps, au moment où on restituait le rapport, on s'est rendu compte qu'il y avait une demande du directeur général de l'INRIA de l'époque, qui était Michel Cosnard, sur le même sujet. Donc vous voyez, il y avait une convergence. Et ça a conduit à la mise en place d'un comité d'éthique du numérique, de la recherche en numérique, et puis ensuite un comité d'éthique qui est dans le CCNE. Je ne rentre pas dans le détail parce que c'est un tout petit peu institutionnel, je ne voulais pas rentrer là-dedans, mais je voulais maintenant parler d'aujourd'hui, moratoire sur les gros modèles de langage. Mais vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois une question relativement ancienne, parce que 97, oui, c'est 25 ans, quoi, hein, un peu plus même, hein, et en même temps, c'est très contemporain. Et vous allez voir que c'est un peu la même chose. Donc voilà le moratoire. Et vous voyez, ce moratoire, il est déjà publié par l'Institut du futur de la vie. Alors déjà, l'idée qu'il y ait un futur de la vie est, par elle-même, quand même, si on entend bien, un tout petit peu problématique. Et puis, je voudrais faire une toute petite analyse de texte, puisque vous êtes des linguistes, et vous allez tout de suite comprendre, juste surligner. Donc d'abord, on veut faire une pause immédiate d'au moins 6 mois sur l'entraînement des systèmes d'IA plus puissants que GPT-4. GPT-4, c'est le fils de GPT-3. Alors, au lieu d'avoir 175 milliards de paramètres, il en a 1000 milliards de paramètres. Il faut savoir quand même, pour donner une idée, que le cerveau, c'est 80 milliards de neurones. Alors, il n'y a pas plus que dans le cerveau, parce que dans le cerveau, vous avez chaque neurone est lié entre 1000 et 10 000 autres neurones. Mais c'est quand même, c'est pas négligeable quand même. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut faire une pause immédiate? Alors d'abord, est-ce que c'est possible d'arrêter l'intelligence artificielle? Alors déjà, il y a une question politique. Est-ce que vous imaginez que le gouvernement américain va arrêter une société? Non, c'est impensable, d'accord, surtout qu'il n'a pas de raison. À la limite, il aurait pu casser une société au nom de la loi antitrust, mais pas une jeune pousse comme OpenAI. Donc c'est pas propre. Est-ce que vous pensez qu'en Chine, ils vont arrêter? Bon, raison. Est-ce que vous pensez qu'en Europe, ils pourraient arrêter? Peut-être. Et là, vous voyez tout de suite les aspects politiques qui sont derrière. Donc ça, c'est la première question. Et on a vu d'ailleurs des parlementaires européens se dire « Ah ouais, mais peut-être il faudrait prendre ça au sérieux, etc. » Deuxième chose qui est intéressante, c'est de lire le texte. Alors, vous lisez le texte. Human Competitive Intelligence. Déjà, Human Competitive Intelligence, ce que vous a dit Nicolas, qu'est-ce que ça a comme sens? C'est bizarre. C'est parce qu'on n'a pas dit qu'ils sont meilleurs sur certaines tâches. Ils sont meilleurs sur certaines tâches. Les machines, depuis que les ordinateurs existent, ils font des calculs bien mieux, des multiplications bien mieux que nous. Mais ça ne veut pas dire que... pose profound risk to society and humanity. Profound risk. Qu'est-ce que c'est des risques profonds? Vous savez ce que c'est, vous? Advanced AI could represent a profound, encore profond, profound change on the history of life on Earth. C'est incroyable parce qu'une machine qui parle, tout d'un coup, ce sont des risques profonds. C'est quand même bizarre, quand même. Une simple analyse de texte, puis ensuite on va plus loin. Digital mind, that no one
not even their creator, can understand, predict or reliably control. Qu'est-ce que c'est qu'un digital mind, un esprit numérique, hein, on n'a jamais parlé d'esprit numérique. Donc, vous voyez, toutes ces questions. Donc, on peut dire que ces craintes sont, et là, il vous dit, perte de contrôle sur notre civilisation. Donc toutes ces pertes de contrôle, je les qualifie d'hyperboliques, au sens c'est une figure bien sûr excessive. Donc risque profond pour l'humanité, esprit numérique, donc toutes ces questions, je les en détail, mais ça mérite d'être commenté. Comment est-ce qu'on peut, vous êtes d'accord, signer sérieusement un truc comme ça, mais il suffit de lire, enfin c'est ça qui est terrible, c'est que c'est perte de contrôle déjà sur la civilisation. Alors, déjà, human competitive, alors ça c'est quand même bizarre, et cette idée d'intelligence, et il parle de general task. Qu'est-ce que c'est qu'une tâche générale? C'est curieux. Je ne connais pas de tâche générale. Donc c'est l'idée d'une intelligence artificielle générale. Est-ce que l'intelligence, c'est général? Ça, c'est une question. Ça demande bien sûr à réfléchir. Mais enfin, historiquement, en tout cas, on sait que donc, il y a eu un débat, bien sûr, au début du XXe siècle, entre Sperman, qui disait il y a une corrélation entre toutes les facultés cognitives, et puis d'autres qui disaient non. Mais enfin, aujourd'hui, les sciences cognitives, depuis 40 ans, elles montrent bien que l'intelligence, c'est la résultante de tout un tas de capacités cognitives, et que c'est ancré à l'intérieur du cerveau. Enfin, tout ça, je veux dire, c'est très, très curieux qu'on puisse dire ça aujourd'hui. Donc tout ça, vous voyez, ça laisse quand même un drôle d'arrière-coup. On s'est dit, mais est-ce que c'est pas excessif? Alors, est-ce que ça veut dire, si ces appels au moratoire sont vraiment excessifs, hyperboliques, comme je l'ai dit, qu'il n'y a pas de danger? Alors non. Et je crois que au contraire, il faut regarder très au sérieux les développements de l'intelligence artificielle, montrer les problèmes que ça pose dans la société contemporaine. Et c'est ce que j'ai essayé de faire ici en donnant quelques exemples. Alors je vais aller un peu vite, simplement pour donner quelques illustrations. J'en aurais plein. J'ai oublié la voiture autonome, mais parce que c'est peut-être pas le pire. Mais bon, là, vous avez tous entendu parler du crédit social en Chine. J'insiste pas, ça fout la trouille. Et on se dit, ah bah ouais, nous, heureusement en Europe, on fera jamais ça. Et puis on a voté une loi d'ailleurs sur le AIAX, on dit il n'y a pas de score. Et alors bien sûr, on oublie que Uber, ça marche. Est-ce qu'on va interdire Uber parce qu'il y a des scores? Oui, c'est une bonne question. Et en France, on a un problème, mais ça, je ne sais pas si on va le régler. C'est qu'il y a un score classique en France, c'est le permis à points. Alors, est-ce qu'on va arrêter le permis à points? Je ne sais pas, je n'ai pas d'idée. Ce sera intéressant de poser la question. C'est un score, le permis à points, vous êtes d'accord? Vous avez un permis à points en Belgique? Non, vous n'aurez pas de problème, mais nous, on risque d'avoir des problèmes. Enfin voilà, bon, tout ça, c'est un peu cocasse. Alors ça, c'est une histoire assez amusante. 3. L'intelligence artificielle peut aussi servir à vérifier si vos enfants ont fait leurs devoirs. Cette utilisation inquiétante de la technologie est une réalité dans certaines écoles chinoises où des stylos intelligents surveillent les élèves. L'intelligence artificielle se glisse désormais partout, même dans les objets les plus banals du quotidien. En Chine, certaines écoles ont équipé leurs étudiants de stylos intelligents pour améliorer l'efficacité des élèves. Une nouvelle forme de surveillance qui inquiète assez largement en raison des potentiels abus d'une telle technologie. Le Pen surveille les élèves. Vous avez entendu le nom Courrier international. Sur des Chinois, ils connaissent ça, la française. Vous peut-être pas, mais vous avez entendu parler. Après s'être vu confier. Alors, bon, je rentre dans le détail. Donc voilà, ça vous donne une idée de ce qu'on est capable de faire. Effectivement, c'est une collégienne qui s'est plainte parce que au moment de la Covid, on a donné ces stylos qui étaient vraiment tout à fait utiles. Il faut pas, je veux dire, critiquer. C'est compliqué parce que ça a été extrêmement utile pour que les professeurs puissent suivre l'activité des élèves. Simplement, après, pendant leurs vacances, on a dit ça marche bien et on a obligé les collégiens sur leur devoir de vacances à avoir ces stylos pour savoir exactement quand est-ce qu'ils traitaient chacune des questions et combien de temps ils traitaient chacune des questions. Et la collégienne a dit ce maudit stylo qui a ruiné mes vacances. Voilà. Alors, ensuite, l'IA générative, on en a parlé, vous vous souvenez de ce petit groupe d'artistes français, je crois qu'il s'appelle Obvious, qui a réalisé les peintures de la famille Bellamy, dont une a été vendue aux enchères à plusieurs centaines de milliers d'euros.
bon, ChatGPT, et avant ChatGPT, alors justement, moi avant le doyen, mais j'avais utilisé GPT, c'était un peu plus spartiate que ChatGPT, et c'était GPT, et j'avais écrit un texte, c'est une chronique que j'ai régulièrement dans la revue de la recherche, et j'avais pris comme graine génération automatique de texte, plagiat d'idées et intégrité scientifique, parce que j'avais entendu dire qu'il y avait des officines qui permettaient à des scientifiques de donner juste un petit résumé, puis ensuite de générer automatiquement le texte. Et les éditeurs scientifiques s'inquiètent parce qu'ils se disent « ouais, mais bon, ça va encombrer nos comités éditoriaux avec des textes de mauvaise qualité, etc. » Puis il y en a qui sont acceptés, bien sûr. Et donc j'avais écrit, tout ce qui est en italique, c'était généré automatiquement. Bon, la chronique est un peu plus grande, c'est fait qu'ensuite moi j'avais commenté. Hein, j'avais dit, bon, d'habitude je suis d'accord, là je suis pas trop d'accord avec le début, je vais vous expliquer pourquoi, etc. Et donc c'est paru avant ChatGPT, c'est paru en octobre, hein, juste pour le fun. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle, ce qu'explique les paper mills en anglais, usines à papier, hein, qui écrivent automatiquement des articles. Oui, ça pose tout un tas de questions. C'est pas un danger existentiel, c'est ça qui est important, mais c'est une transformation de la société et des risques. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler. Les dangers sont ceux-là. Alors je vais donner après les questions de désinformation, l'effet que ça peut avoir sur la politique. Français, mes chers compatriotes, alors, ça vous dit peut-être rien, c'est notre président. Récolte la souffrance. Oui. Ivre de ma puissance nouvellement acquise, je vous ai roulé dans la farine. J'ai franchi une ligne rouge. Je ne suis pas qui je suis. J'ai honte. Pardon. Je vous demande pardon. Je ne recommencerai plus. Je m'en vais. Adieu. Ne croyez pas ce que vous voulez voir. Écoutez des avis divergents, c'est important. Mais vous voyez bien qu'on est dans une société qui est en train de se transformer, hein, avec cette création de textes, d'images, de vidéos, de paroles, etc., hein, qui, bien sûr, est trompeuse. Hein, et nous-mêmes, justement, hein, on travaille un tout petit peu avec un certain nombre de collègues sur la détection de ce genre de choses, mais ce n'est pas du tout évident à faire. Et alors, non seulement on est capable de transformer, de fabriquer toutes sortes d'informations, mais en plus de ça, il y a une technique qui est vraiment très liée au numérique, hein, et qui a été centrale, c'est le profilage. Alors pourquoi c'est problématique? Parce que ça veut dire que ces informations, hein, on va les adresser, hein, à un certain nombre de personnes. Hein. On utilise, vous voyez, on détecte les particularités, les envies, les désirs de chacun, et à partir de ça, on va lui donner les informations auxquelles il est susceptible d'être vulnérable, auxquelles il est sensible. Et bien sûr, le problème, c'est non seulement, bien sûr, qu'on va pouvoir faire porter ces informations, mais en plus, on va fragmenter la société, parce que, hein, on va avoir des petites niches, hein, dans lesquelles, hein, on peut avoir des personnes qui vont avoir tel type d'informations, qui sont d'accord entre elles. Hein, il n'y a plus d'espace public. Il y a un très beau texte qui vient de sortir de philosophe Jürgen Habermas, peut-être que vous connaissez, hein, qui justement, hein, se pose des problèmes sur cette transformation de l'espace public. Et il avait fondé toute cette théorie sur l'idée, hein, qu'il pouvait y avoir une délibération collective avec un certain nombre de règles. Et donc, ce qui montre, c'est que justement, cette manipulation d'informations rend cela extrêmement difficile. Il termine son livre en disant que justement, hein, la lutte contre les infox, c'est un impératif constitutionnel. Hein, vous voyez bien ce que ça veut dire. Donc, j'ai essayé de vous montrer. Il y a des craintes depuis longtemps, des craintes non fondées. Je suis un tout petit peu schématique, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Il y a des craintes fondées, et vous voyez que ces craintes, elles portent sur la vie quotidienne, la vie ensemble, et sur ce qui est le plus important, hein, notre possibilité collectivement à nous comprendre et à nous entendre. Et c'est bien sûr ça, je crois, qui est essentiel. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de lutter contre ces problèmes? Alors bien sûr, la première idée, c'était de se mettre ensemble, de mettre les hommes de bonne volonté autour d'une table et d'écrire un certain nombre de chartes et de principes. Et il y en a eu un certain nombre, des universités comme l'Université de Montréal,
Le Parlement européen, avec tout un tas de règlements, la communauté européenne, etc. Donc tout ça, voilà, ça donne un nombre assez conséquent de règles. Et là, oui, j'en ai énuméré quelques-unes. Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous voyez qu'il y a des institutions d'ordre différentes. Il y a les principes d'Alzheimer, c'est un peu proche du Future of Life Institute, c'est un tout petit peu transhumaniste, des universités, des sociétés savantes, etc. Et le nombre de ces comités d'éthique a beaucoup cru. Ça a commencé à peu près en 2016-2017. En 2019, il y avait un article que je vais... Voilà, attendez, je vais le mettre là, voilà. Un article ici qui en dénombrait 84. Et en 2022, il y en a un autre qui en a dénombré 350. Alors, bonne nouvelle quand même pour ceux qui ont des insomnies. Vous pouvez les lire. C'est assez soporifique. C'est assez ennuyeux. Le problème, bien sûr, c'est que ça règle pas du tout les difficultés auxquelles on est confronté. Alors les derniers, c'est l'UNESCO. Je le connais un peu parce que j'étais le représentant de la France dans la commission intergouvernementale, expérience assez traumatisante au moment où ça a été rédigé. Si j'ai le temps, je vous raconterai. C'était et le tout dernier qui n'est pas encore sorti, c'est le AI Act, donc fondé sur la notion de risque. Alors je ne vais pas commenter dans le détail, ça demanderait beaucoup trop de temps, mais ça me semble problématique. Donc il est sorti une première version en juin 2022, autant que je me souvienne, et il y a eu 3000 amendements. Et il ne sera pas mis en service avant 2025. Alors entre-temps, quand même, ils ont eu un petit problème, c'est que est sorti ChatGPT. Alors en vitesse, paf, ils ont rajouté un article quand même sur ChatGPT, parce qu'il fallait bien être au goût du jour. Et ça montre bien aussi toute la difficulté, c'est que la technologie, elle va plus vite que les assemblées parlementaires, bien sûr. Alors, deuxième difficulté, c'est que vous avez un nombre de recommandations assez conséquent. Vous voyez, 62 recommandations et principes, et dans le nouveau, là, recensé en 2022, 521 principes et recommandations. Alors, deux problèmes. D'abord, c'est que, moi, je suis ingénieur de formation initiale. Si on veut avoir toutes ces recommandations en tête, je ne sais pas, Nicolas, si tu les as toutes en tête, mais on est sûr que la créativité, elle est complètement laminée avec ça. Donc d'abord, il y en a trop. Et puis le problème, bien sûr, c'est qu'elles sont contradictoires entre elles. Entre, par exemple, la vie privée, la protection de la vie privée. Je suis sûr qu'en général, vous êtes pour la protection de la vie privée. D'accord ? Mais la transparence, vous êtes pour la transparence. D'accord ? Mais il n'y a pas une tension entre les deux ? Et la sécurité, même chose, vous êtes pour la vie privée, d'accord, mais bon, s'il y a des terroristes, il faut bien quand même qu'on soit capable de les suivre. Ou pour la santé, c'est bien. Vous voyez ? Prendre un autre exemple, l'inclusion. La discrimination. Je suppose que vous êtes contre la discrimination. En tout cas, ça ne se dit pas, mais bon, j'espère. Mais en même temps, je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous, et moi aussi, qui sont pour une politique inclusive. Et si on veut plus de femmes, par exemple, il faut discriminer, non ? Bon, c'est juste pour vous montrer que c'est compliqué. Alors, je voudrais juste... Donc, trop de principes, et ils sont en contradiction. Et je voudrais, alors pour résumer ça, mais après on pourrait bien sûr rentrer dans le détail, je voudrais citer une phrase d'un philosophe français dont peut-être certains d'entre vous ont le souvenir, Vladimir Yankelevitch, dans cette prose tout à fait étonnante. Le manichéisme oppose un bon et un mauvais principe, alors que tous les absolus sont de bons principes. Et nous avons vu des bons principes que j'ai mentionnés, il y en a plein d'autres. C'est le pluriel des bons principes qui est le mal. C'est le pluriel des absolus relatifs qui fait tout le drame. Il y en a trop des principes, trop de personnes, trop de valeurs limitant la valeur infinie de chaque valeur. Sans doute n'y a-t-il pas de mal à cela, or tel est pourtant, sur cette terre de cocagne du monde intelligible, le seul malheur concevable. Voilà, je trouve, bien sûr, c'est une formulation très personnelle, mais qui, je crois, illustre bien les difficultés que l'on a. Dans ces recommandations, il y a des choses qui sont tout à fait pertinentes, sauf que toute la difficulté, elle n'est pas dans chaque valeur, qui est infinie, comme le dit très bien Vladimir Yankelevitch, mais justement dans la coexistence de toutes ces valeurs. Alors tout ça, bien sûr, cette constatation, je vais un tout petit peu vite, mais ces dernières années m'a conduit à me dire, peut-être, bien sûr,
on ne peut pas se limiter, si on veut aborder ces questions d'éthique du numérique et de l'intelligence artificielle, à rédiger comme ça des documents comme cela, ou des réglementations, ou à mettre en place des normes, sans compter que, je n'ai pas eu le temps de le dire, mais ces réglementations font l'objet de tout un tas de tractations, de négociations, que d'une certaine façon, c'est un dévoiement du droit, parce que ce n'est plus la loi, puis c'est une loi tellement complexe que le principe selon lequel nul n'est censé ignorer la loi ne tient plus face à cela. Quant aux normes, ce sont bien sûr les parties prenantes qui se mettent d'accord. Et donc, on voit bien qu'on n'est plus tout à fait dans ce qui nous intéressait. Et donc, je dis, il faut peut-être qu'on revienne sur les notions d'éthique et de morale, et c'est ça que je voudrais vous présenter maintenant ici. Alors d'abord, rappelons très vite, qu'est-ce que c'est que l'éthique et la morale. Alors, vous verrez pourquoi un philosophe parmi d'autres, mais c'est simplement parce qu'il a dit les deux sources de la morale et de la religion. Et cette dualité me semble importante et mérite que l'on y réfléchisse ici. Alors vous savez donc que l'éthique, ça vient de éthiquer en grec, qui vient de mœurs. Et ça signifie aussi, avec un accent différent, mais ça signifie aussi étable. C'est très intéressant parce que pourquoi est-ce qu'il y a cette proximité entre les mœurs et l'étable? Parce que l'étable, c'est là où les bêtes reviennent chaque jour. Et donc cette idée, effectivement, que les mœurs, c'est aussi lié, ce sont les habitudes des hommes en société. Et la science de la morale, alors là encore, morale, ça vient de moralis en latin, qui veut dire meurt. Donc c'est à peu près la même chose. Et d'ailleurs, c'est un peu la même chose. C'est simplement que les philosophes ont besoin de deux concepts, et ensuite ils vont mettre l'accent sur un sens et sur un autre sens. Mais bien sûr, selon les philosophes, ils ne disent pas la même chose. Alors on vous dit, ah ouais, c'est pas de l'éthique, c'est de la morale. Non, il faut savoir, qu'est-ce que vous entendez par éthique? Qu'est-ce que vous entendez par morale? Et j'ai dit, donc, ce sont les mœurs, les habitudes, les coutumes, ce qui évoque bien cette notion d'étable, mais en même temps, c'est l'art de bien agir, de bien se conduire. Ça suppose à la fois, c'est une démarche philosophique, la rationalité. Quand, par exemple, Aristote parle de l'éthique, c'est bien cela dont il est question. Et en même temps, agir, c'est l'action. On va revenir là-dessus. Et j'aurais terminé pour dire, il y a deux composantes, et c'est pour ça que j'ai cité Bergson ici. Il y a deux composantes qui sont importantes. C'est, d'une part, on l'a vu, l'individu, sa volonté, son aspiration propre, sa rationalité, bien sûr. Et puis, d'autre part, la société, la tradition, l'autorité des anciens. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on conçoit le second, mais le premier est difficile, c'est compliqué avec le numérique. Comment faire ce que nos pères ou nos frères ont fait? Le monde a changé, il change tellement vite que c'est difficile. Nos enfants, ils vont être sur des réseaux sociaux sur lesquels on n'a jamais été, ils vont rencontrer des questions que l'on n'a jamais rencontrées, donc on ne peut même pas leur enseigner ce qu'il faut faire. Donc ça demande bien sûr une réflexion de fond sur les questions d'éthique. Mais je voudrais me centrer ici sur une question particulière, je vous ai dit, puisque comme je suis avec des linguistes, on a dit que c'était l'action qui était importante, d'accord? Et donc je me suis dit, mais justement, l'action, souvent, c'est le verbe qui exprime l'action. Alors bien sûr, il y a des verbes d'état, je dirais, puis il y a des substantifs d'action, mais quand même, le verbe est vraiment central. Et donc je me suis dit, ce serait intéressant de regarder les différentes conjugaisons du verbe, les composantes, et de se demander quel lien est avec l'éthique. Alors, c'est ce que j'ai fait. Alors, j'ai pris d'abord un de vos collègues, en plus un Belge, ici, et je me suis aussi inspiré d'un philosophe français, mais qui a beaucoup travaillé en Belgique, que vous connaissez certainement, Jean-Marc Ferry, dans un très beau livre, Les grammaires de l'intelligence. Et justement, cette notion de personne, on va le voir, est extrêmement importante chez lui. Et à partir de ça, donc, je me suis intéressé, alors pas à toutes ces composantes de la conjugaison, je me suis limité. Alors d'abord, parmi les modes, j'ai éliminé les modes impersonnels, j'ai pris que les autres modes, on verra pourquoi, parce que, je verrai après, il faudrait que mais je trouve que c'est un filon que je voudrais continuer à suivre. Et puis parmi donc les temps, je vais prendre les voix actives et passives, et les aspects, je ne les ai pas pris en considération, mais c'est peut-être un début, il faudrait voir si c'est fécond, on va continuer. Alors première chose, les personnes. Alors peut-être pour aborder ça, je vais prendre quand même deux
peut dire que c'est des chartes éthiques, je ne sais pas. en tout cas, elles sont beaucoup plus résumées et efficaces que le sont les grosses chartes éthiques du numérique. J'ai pris les 10 commandements. Et donc là, c'est intéressant parce que vous voyez, les personnes, vous voyez, il y a le je d'abord au début, puis ensuite il y a le tu. Et effectivement, l'éthique, c'est entre le je et le tu. On va revenir là-dessus, c'est une question importante. Et puis, deuxième charte qui me semblait intéressante pour nous, c'était le serment d'Hippocrate. Je mettrai mon maître de médecine au même rang que les auteurs de mes jours, je dirigerai le régime des malades, je ne pratiquerai pas l'opération de la taille, dans quelque maison que j'entre, j'y entrerai pour l'utilité de ma personne, quoique je vois, vous voyez que la personne est extrêmement présente. Et vous voyez que c'est entre le je et le tu, effectivement. Alors on va revenir là-dessus. Donc le je, qu'est-ce que c'est? C'est le jeu de la responsabilité. Et effectivement, quand un médecin prononce le serment d'Hippocrate, c'est un engagement sur le futur, une question éthique s'il en est. Et le tu, c'est le tu de l'altérité. Bien sûr, à ça, on oppose la troisième personne, c'est le il. Alors là, je voudrais prendre des traités d'éthique, alors que vous connaissez peut-être, Martin Buber, le je et le tu, un merveilleux livre. Je ne sais pas si tout le monde ne connaît pas. Alors bon, c'est sûr que c'est ancien, je suis d'accord. Mais ce n'est pas pour ça que ce n'est pas actuel. Non, mais enfin, je veux dire, c'est parce que, comme on est dans l'université de philosophie, et puis Ricoeur aussi, ça c'est plus récent quand même, Paul Ricoeur, soi-même comme un autre. Vous voyez que là c'est intéressant parce que c'est le jeu qui justement, pour arriver à être éthique, doit se dédoubler, se considérer de l'extérieur. C'est la réflexion, la conscience morale, c'est cela, c'est ce dédoublement du jeu. Mais c'est le jeu comme un tu. C'est ça qui est important. Et donc, si on regarde les personnes, donc vous avez le je et le tu, et justement, toutes les questions d'éthique, elles se placent entre le je et le tu. Et puis, bien sûr, ensuite, il y a le il. Et le il, c'est le il impersonnel. Alors, bien sûr, toute la difficulté, c'est, bien sûr, on peut avoir une maîtrise sur les objets extérieurs, mais justement, ne pas chosifier l'individu, ne pas chosifier le tu. C'est toute l'attitude éthique, elle est vraiment ici. Ça vous parle? C'est bon. Alors, bien sûr, maintenant, on va regarder, dans l'éthique du numérique, qu'est-ce qui se produit? Alors, on a dit le jeu de la responsabilité, et bien sûr, on a dit, effectivement, ce qu'il faut, c'est que le il, alors si le il, qui plus est, non seulement une chauve, mais une machine, justement, c'est que le il ne commande pas au jeu ou ne commande pas au tu. C'est-à-dire que ce soit plus. Alors ça pose bien sûr toutes les questions, ce qu'on a appelé la garantie humaine, ou la supervision humaine, c'est que la décision soit toujours celle d'un homme, que la responsabilité soit une responsabilité humaine. Ça va? Alors, bien sûr, c'est par exemple en France, l'ordre des médecins. Il y a un ordre des médecins en Belgique. Il doit y avoir l'équivalent. Et justement, ils ont bien insisté sur le fait qu'il faut toujours avoir un homme qui est derrière. Le médecin doit toujours être responsable de la décision, ou un personnel soignant, peu importe. Alors, c'est ce qu'on a appelé la garantie humaine. Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec le terme garantie humaine. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. C'est une bonne question. Et puis, bien sûr, donc le il, c'est quelque chose d'impersonnel. Donc, normalement, il doit être soumis au jeu. Mais il y a des cas de figure, justement. On prend un exemple de cockpit de pilotage. Les études rétrospectives des accidents d'avion ont montré que si on avait laissé la machine faire, l'accident ne serait pas arrivé. Et donc, vous voyez qu'il y a des moments où c'est à la machine de prendre la décision. Oui, donc voilà, cette question des personnes donc, est une question difficile. Alors pourquoi il y a eu un débat entre la garantie humaine et la supervision humaine? Parce que justement, Catherine Tessier, qui travaille avec nous dans les questions d'éthique, elle dit non, on ne peut pas parler de garantie humaine parce que l'homme n'est pas une garantie. Et effectivement, il n'est pas toujours une garantie. On a dit tout à l'heure que les machines se trompent, je suis d'accord, mais les hommes se trompent aussi. Donc, vous voyez, tout ça, simplement pour ouvrir quand même des pistes sur cette question-là. Alors ensuite, la question des modes. Alors oui, j'ai pris des images religieuses. Alors pourquoi? Parce que vous savez qu'il y avait un langage des mains au Moyen-Âge dans les tableaux.
Si vous regardez attentivement, par exemple ici, ça veut dire j'ordonne. Là, c'est l'impératif, l'injonction, la prescription des 10 commandements, c'est ça. Et puis ça, c'est l'indication, ici. C'est, par exemple, alors en morale, c'est important parce que les moralistes français, ils décrivent, mais c'est de la morale quand même, mais ils décrivent ce qu'il y a dans la société. Et le subjonctif, c'est le souhait, l'utopie, avec le Christ Pantocrator. Avec ça. Alors voilà, tout ça pour dire que ce sont des questions, bien sûr, anciennes qu'on trouve dans la grammaire, qu'on trouve ailleurs que la grammaire. Alors maintenant, si je reviens avec les 10 commandements, vous voyez que beaucoup des 10 commandements sont à l'impératif, justement. Mais pas tous, il y en a qui sont au futur. Mais c'est un futur d'injonction, bien sûr. Mais donc, et alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est, donc, j'ai dit l'impératif, hop. Voilà, c'est l'application des règles. Alors ça peut être en morale, ce qu'on appelle le déontisme, par exemple la morale kantienne, qui vous donne un certain nombre de règles, mais ça peut être la réglementation, les normes, etc. Et vous voyez qu'ici, c'est l'application des règles. Traditionnellement, l'allégorie, c'est Thémis. Et Thémis nous est présenté comme ayant les yeux bandés, pour être impartial. Cette objectivité. Alors, qu'est-ce qu'on fait en informatique et en intelligence artificielle ? Eh bien, on a essayé effectivement de coder un certain nombre de règles. Ce qu'on appelle l'éthique by design, c'est de faire dès le départ que la machine puisse répondre à un certain nombre d'exigences. Alors, ça peut être l'équité, ça peut être la transparence, faire en sorte qu'on sache exactement ce que la machine fait avec les explications, ou qu'il n'y ait rien de caché à l'intérieur de la machine. Alors jusqu'à quel point c'est difficile, qu'est-ce que ça veut dire, c'est une question ouverte, je vais pas là. Et puis, la question de la vie privée, par exemple, on peut se débrouiller dans l'architecture de la machine, faire en sorte que les données personnelles ne soient pas déportées vers des sites extérieurs. Donc ça, c'est cette première question. Deuxième chose, on peut, lors de la décision, se débrouiller à faire en sorte qu'on obéisse à un certain nombre de prescriptions. Et c'est ce qu'on fait dans ce qu'on appelle l'éthique computationnelle. Alors, c'est une question passionnante, mais on travaille dans mon équipe là-dessus, donc je pourrais vous en dire beaucoup. Je vais en dire peu pour résumer un tout petit peu les choses, mais ça devrait vous parler. C'est-à-dire que, d'un côté, on peut avoir des injonctions qui sont en conflit les unes avec les autres. Le conflit le plus classique, c'est on ne doit pas mentir. Et puis vous vous souvenez, le vieux débat avec Benjamin Constant qui dit oui d'accord, mais si vous cachez quelqu'un, qu'il y a des criminels qui viennent, qui veulent vous demander où est-ce qu'il est, vous n'allez pas leur dire oui il est là, je vous le livre tout de suite. Et donc, alors bien sûr, ça fait l'objet de tout un tas de débats dans la philosophie. Donc, est-ce qu'on peut surmonter avec la logique des contradictions ? Oui, parce qu'il y a eu, depuis les années 80, tout un tas de formalismes, de logiques non monotones qui permettent de le faire. Deuxième chose, il faut être capable, si on veut formaliser ces questions d'éthique, détecter la responsabilité, imputer la responsabilité. Pour ça, il faut savoir quelle est la causalité, donc il faut avoir des modèles de raisonnement causaux. C'est ce sur quoi on est en train de travailler. J'imagine que ça doit vous parler, vous, en tant que linguiste, bien sûr. Et nous, on fait ça avec des outils d'intelligence artificielle. Et puis, troisième chose, bien sûr, les devoirs, les logiques déontiques, bien sûr, qu'on essaye de mettre en œuvre. Et puis, la dernière chose, ce sur quoi on travaille, c'est, une fois qu'une décision a été prise, ou même qu'un processus est mis en place, s'assurer qu'il est bien conforme à un règlement. Alors ces questions sont des questions sur lesquelles on travaille techniquement, mais en même temps, elles sont d'une grande actualité. Vous savez que la communauté européenne a mis en place, entre autres, le DSA, Digital Service Act, qui se fonde sur le principe qu'on doit respecter la loi dans le cyberespace. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose de très facile parce que, par exemple, vous avez sur les réseaux sociaux des appels à la haine, des incitations, des apologies du terrorisme, des incitations à la violence. Comment est-ce que vous faites ? Alors, bien sûr, on pourrait faire de la censure. Alors, on n'ose plus mettre le terme censure, on va dire de la modération, voilà, pour être politiquement correct, mais bon, c'est de la censure. Mais parce qu'on est des générations qui n'aiment pas la censure, bien sûr, mais bon, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Mais bien sûr, ces censures, comment est-ce qu'on les fait ? Il y a 500 millions de tweets par jour. Alors
Alors, outre qu'ils sont en général assez cryptiques et incompréhensibles, mais on ne va pas mettre des armées de censeurs pour détecter les tweets un peu opaques ou problématiques. Donc il faut le faire automatiquement, et bon, ça pose tout un tas de questions. Mais il n'y a pas seulement ça, sur les données personnelles, etc., sur les RGPD, on peut essayer de... Voilà. Donc voilà quelques-unes des questions sur les impératifs. Et j'ai dit, bien sûr, toute la difficulté, et je vais reciter encore une fois, après je m'arrêterai de le citer, Vladimir Yankelevitch, sur la question de Thémis. Je dis, elle est aveugle, Thémis, ce qui est bien sûr un gage d'impartialité, mais en même temps, bien sûr, l'application impeccable des règles peut poser problème. Alors, il y a eu bien sûr beaucoup de réflexions sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la justice. Est-ce qu'on peut avoir des systèmes? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est etc. Je ne rentrerai pas parce que je n'ai pas le temps, mais c'est passionnant de rentrer dans le détail. Parce qu'en même temps, on se dit, oui, mais normalement, il faudrait que c'est la même justice pour tout le monde. Et en même temps, je voudrais quand même vous citer encore Vladimir Yankelevitch, l'image de Thémis aux yeux bandés en une inquiétante allégorie. Nous, au contraire, nous savons trop bien ce qu'il ne faut pas attendre de cette impartialité automatique. Elle se bouche les oreilles pour ne pas être amollie par la plainte du misérable. Elle se durcit le cœur pour ne pas sentir la complexité et la singularité de toute situation humaine. Alors, justement, c'est tout l'écart entre la règle, éventuellement le règlement, et puis le cas particulier dans lequel il va s'appliquer. Et donc, c'est aussi bien sûr lié à ce que j'ai dit tout à l'heure sur ces problèmes de règlement. Alors, on va parler ensuite des autres modes, je dirais un peu rapidement, bien sûr, pour... le subjonctif, le mode de l'utopie et de l'irréel. Et bon, bien sûr, ça a pu donner naissance à tout un tas de choses. Par exemple, l'idée du téléchargement de la conscience. On peut vivre, non pas éternellement, mais presque, en téléchargeant sa conscience sur un robot. Alors, tout à l'heure, Nicolas a parlé du début de Camus, et mon double, qui s'appelle Gabriel Naège, qui est l'anagramme de Jean Gabriel, a écrit un roman qui s'appelle « Ce matin, maman a été téléchargée ». C'est la même histoire, sauf que c'est le cauchemar d'un jeune homme. La mère a décidé de télécharger sa conscience et elle s'est réincarnée dans un robot. D'abord, ça le gêne beaucoup, c'est une PPP, une pulpeuse à peau de pêche. C'est un robot sexuel, c'était pas l'idée qui se faisait de sa mère. Mais en plus de ça, elle n'a plus besoin de manger, plus besoin de dormir. Elle s'occupe que de son fils. Bon, enfin, je ne rentre pas dans le détail. Mais bon, donc là, j'ai parlé du subjonctif avec toutes les questions. Et puis l'indicatif, donc le fait, et bien sûr dans la morale, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la description des mœurs. Là, je cite, je montre une photo de Voltaire, mais tous les moralistes français, bien sûr, au XVIIe, décrivaient la société, qu'ils critiquaient, mais avant de porter un jugement, ils la décrivaient. C'est ça qui est important. Alors, dans le numérique et linéaire, on peut se dire, est-ce que cette description existe? Effectivement, je vais donner un exemple, il y en aurait plusieurs, avec chaque GPT qu'on a mentionné tout à l'heure. Non seulement il y a les grands modèles de langage qui ont été évoqués tout à l'heure, mais il y a aussi autre chose, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement avec des retours humains. C'est cette idée d'alignement, c'est-à-dire qu'on donne ces machines à un certain nombre de gens, on montre plus exactement le résultat et on leur demande de classer les résultats. Et on veut ensuite, à partir de ça, les résumer. C'est vraiment les mœurs qu'on essaye de coder avec un modèle qui a été fait pour les souris au départ et qui maintenant a été développé avec les Africains. Enfin, pardon pour le caractère un tout petit peu incorrect de la chose. Mais donc je ne voudrais pas insister. Puis dernier point, j'ai plus beaucoup de temps sur le temps justement, comment s'assurer de la validité d'un programme. Alors en informatique classique, on sait comment faire. On donne des spécifications formelles, dire la relation entre les entrées et sorties, et on démontre que pour toute entrée, la sortie satisfait la relation entre les entrées et les sorties. Alors c'est très difficile à faire, on le fait pour des petits programmes, ça pose plein de problèmes, on essaie d'automatiser, etc. Mais en intelligence artificielle, on ne peut plus le faire, surtout sur ces fondés sur l'apprentissage, parce qu'il n'y a plus de spécifications, de toute façon. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre des exemples qui vont servir à apprendre, et ensuite, on va faire des tests sur ces exemples. Donc, vous voyez qu'on prend le passé, pour essayer de prédire l'avenir. Alors ça, juste, ça évoque l'allégorie de la prudence. Peut-être vous en souvenez, si vous regardez les dessins, c'est magnifique, c'est toujours une femme qui regarde devant avec un miroir dans le passé. Et donc c'est ça, je crois, qui est vraiment important sur le temps. Donc le passé, bien sûr, est utile. Alors,
Ensuite, je vais aller sur le futur. Le futur, c'est un futur d'injonction aussi. Donc, vous vous en souvenez, dans les 10 commandements. J'ai pris les deux. Enfin, le premier, c'est je suis Dieu, etc. Et le deuxième et le troisième, c'est au futur. Mais dans le serment d'Hippocrate, ils sont tous au futur. Ce qui est intéressant parce que ça veut dire c'est l'engagement qui se manifeste. Donc, ça, c'est le futur relativement proche, mais il peut y avoir le futur lointain et très lointain. Et là encore, dans le numérique, vous avez tout un tas de perspectives. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler du long-termisme. Non ? Alors, c'est l'idée qu'il faut s'occuper de nos enfants, de nos petits-enfants. C'est important. Mais au fond, si on est dans une éthique utilitariste, ce qui importe, c'est la somme des plaisirs et des peines. Donc, si on fait le calcul, ce qui importe, c'est ceux qui viendront dans très longtemps. Parce que si on se débrouille bien, ils seront des milliards de milliards. Et on va conquérir les planètes, c'est la technologie qui est la clé de cela. Et donc bien sûr, si avec le réchauffement climatique, il y a des centaines de millions d'êtres humains, c'est pas très grave, parce que si c'est au nom des milliards de milliards, ça n'a aucune importance. Et bien sûr, ce qui importe, vous êtes d'accord, c'est la technologie qui est la clé de tout cela, c'est elle qui nous permettra de conquérir les autres planètes. Et donc, tous les humains sont égaux, bien sûr, mais ceux qui contribuent à la technologie ont un rôle beaucoup plus important, vous êtes d'accord ? Alors, juste, alors bien sûr, les risques, c'est que soit la technologie s'arrête si le réchauffement est trop rapide, donc il faut que le réchauffement ne soit pas trop rapide, soit que la technologie prenne le pouvoir, c'est ce qu'on appelle le risque existentiel. Alors, les théoriciens de ça, c'est entre autres Nick Bostrom, de l'Institut du futur de l'humanité, pas du futur de la vie, un autre institut transhumaniste, et qui est financé par Elon Musk. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais ça vous donne un peu une idée. Alors, je voudrais terminer là-dessus. L'éthique, j'ai dit, c'est pas seulement la prudence, le passé, c'est pas seulement le futur, bien sûr, en tout cas le futur lointain. C'est pas seulement la loi aussi, je parlais de Thémis, mais c'est l'ouverture au présent. Et c'est ce que je n'avais pas vu, à ce ou à celui qui vient. L'éthique, ça se pense face au chaos, à ce qui arrive inopinément. C'est la théorie du chaos au sens mathématique, c'est-à-dire la dynamique des systèmes instables, l'imprévisibilité. Et toute la difficulté en éthique, c'est d'être capable de répondre à l'imprévu. On a vécu ces dernières années quand même des situations où on a vu beaucoup de choses imprévisibles, que ce soit la crise de la Covid, la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, etc. Et tout ça. Et c'est bien sûr, je crois que c'est important. Et Jacques Derrida, dans un petit texte qu'il a écrit, c'était une conférence qu'il a prononcée à la Sorbonne, c'était avec Alain Minck. Alain Minck, c'est un prospectiviste, il était bien sûr très pertinent et très savant. Derrida allait témoin, mais c'était très intéressant parce qu'il a pris les choses de façon philosophique. Et donc, il a dit justement, je vais vous parler de ce qui vient, tout ce qui vient. Il dit justement, ce qu'il faut, c'est être capable de s'ouvrir à celui ou celui qui vient. Et il dit, c'est la forme de tout avenir, le chaos, la forme de tout avenir, de tout ce qui vient. Et il, à un moment donné, utilise une étymologie fantaisiste entre chaos en grec, qui est le chaos, et puis kaino, alors vous qui êtes désingués, si vous devez savoir, kaino qui est, je crois, la bouche bée, la bouche ouverte. Et il dit justement, l'éthique, c'est de ne pas rester bouche bée face au chaos, d'être capable justement de réagir. Et voilà. Donc je voudrais terminer là-dessus, et puis évoquer ensuite... Mais là, je n'ai pas trop le temps. Disons, les servitudes. J'avais un beau texte ici d'Étienne de la Boétie. On le lit ? Ouais. Le théâtre, les jeux, les farces, les spectacles, les gladiateurs, les bêtes curieuses, les médailles, les tableaux et autres drogues de cette espèce étaient pour les peuples anciens les appâts de la servitude, le prix de leur liberté ravie, les outils de la tyrannie. Ce moyen, cette pratique, ces alléchements étaient pour ceux qu'employaient les anciens tyrans pour endormir leurs sujets sous le joug. Mais ils ne le font guère mieux ceux d'aujourd'hui qui, avant
de commettre leurs crimes les plus graves, les font toujours précéder de quelques jolis discours sur le bien public et le soulagement des malheureux. Je trouve que ça a une actualité assez troublante, à l'heure justement du Don't Be Evil de Google ou du rachat de Twitter par Elon Musk pour garantir la liberté d'expression ou du moratoire sur l'intelligence artificielle. Voilà, juste donc pour terminer avec mon livre justement qui est la servitude non pas volontaire, mais virtuel, c'est-à-dire ce montre dans lequel vous avez de nouvelles contraintes qui apparemment ne sont pas matérielles et donc dont on pourrait s'échapper, mais qui en fait n'en sont pas moins réelles que les servitudes matérielles, que les outils de la servitude, les cachots, les chaînes, et c'est ce que j'ai voulu essayer de décrire ici. Merci, désolé, j'étais peut-être